Bonjour, bienvenue. Mon nom est Marie-Ève Charron, je suis critique d'art et commissaire indépendante. Donc, bienvenue à cette table ronde, 40 ans de la GAC, réflexion et perspective. C'est une idée, cette table ronde de la GAC, qui m'a invité à en animer la table ronde. Ce que j'ai accepté assez rapidement et avec plaisir, d'abord parce que ça fait à peu près 25 ans que je suis les activités de la GAC, que j'y participe. Et que aussi, en tant qu'historienne de l'art et pour enseigner l'histoire de l'art au Québec, pour moi, c'est une évidence qu'il y avait un sujet important et pertinent de se pencher sur la GAC puis d'essayer d'examiner la part de la GAC au milieu des arts visuels, que ce soit comme catalyseur des dynamiques en présence ou encore comme révélateur de ces dynamiques-là. Et puis aussi, de le faire en présence de ces panélistes, que je vous présente à l'instant. Et les panélistes ont été choisis également par la GAC et ils ont en commun de tous avoir été à la direction ou d'assumer présentement la direction de l'association. Et je vous les présente par ordre chronologique de leur passage à la GAC. Donc, Marc Lanctot, qui a été là de 2002 à 2006. Et oui... Il a fallu chercher les années. Il fallait chercher les dates, oui. Et puis, depuis 2006, donc, il est au Musée d'art contemporain, d'abord comme conservateur des expositions. Il a monté de nombreuses expositions. Depuis 2023, il est conservateur responsable de la collection. Ensuite, Jean-François Bellil, donc lui, est passé à la GAC à partir de 2007 jusqu'à 2011. Est-ce que c'est moi qui te rappelle ces années? Très mauvaise mémoire pour les années, fait que je te fais confiance. Alors voilà, c'est ça les années. Et puis en 2011, il a été cofondateur et directeur général de l'Arsenal, une fondation privée basée à Montréal, qui a ses antennes à Toronto et New York. Et tu as été là de 2011 à 2016. Puis ensuite, il a été directeur général au Musée d'art de Joliette pour se tourner ensuite au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa, donc depuis 2023, donc poste que tu occupes actuellement. Donc, bonjour Jean-François. Bonjour. Ensuite, Julie Lacroix, qui, elle, écoutez bien ça, elle a été à la direction de la GAC de 2011 à 2016, et puis ensuite de 2019 à 2023, ce qui, au total, cumule à peu près 10 ans. Donc, on peut dire, donc c'est le plus long règne à la tête de la GAC. La doyenne. La doyenne. On peut le compter comme ça. Donc, auparavant, Julie a travaillé au Centre d'Artistes Circa et également pour différentes galeries membres de la GAC. Ensuite, elle était consultante en acquisition d'œuvres d'art et actuellement, elle travaille pour la ville de Gatineau, où elle est chef de service au secteur des arts. Bonjour, Julie. Et puis, bonjour, la merci. toute dernière et non la moindre, Annie Deslauriers, qui, elle, Bonjour. est depuis 2024 à la tête de la GAC. Et puis, auparavant, tu as été conseillère en développement philanthropique pour la Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal. Et avant ça, pendant 15 ans, elle a été directrice adjointe à la Galerie Blouin Division. Alors, avant de lancer la discussion, j'aimerais préciser, donc vous souligner que la GAC a un kiosque qui fait un survol chronologique de son histoire, donc qui est juste derrière. Je ne sais pas si vous l'avez déjà aperçu. Donc, c'est un survol chronologique qui est appuyé d'archives et de photographies. Donc, ça sera un complément visuel, là, donc on n'aura pas ici de projeter lors de cette discussion. Et puis, cette discussion aussi, je le précise en partant, n'a pas la prétention de faire un retour exhaustif sur l'histoire de la GAC. Donc, ça va être un regard partiel. Aussi, la discussion n'aura pas la prétention de décortiquer les rouages du marché de l'art, mais plutôt à travers les témoignages des panélistes de s'intéresser à la part de la GAC au milieu des arts visuels. Et puis, je rappelle aussi qu'il y aura une période de questions au bout de 7 heures. Donc, si dans l'assistance, il y a des gens qui veulent commenter, qui veulent poser des questions, vous serez les bienvenus, bien sûr.
Alors, donc pour commencer, peut-être, je demanderai à Annie, donc, qui est la voix actuelle de la GAC, qui est fort occupée en cette foire, peut-être de nous rappeler pour le bénéfice de tous, qu'est-ce que c'est la GAC et qu'est-ce que ça fait, ça représente qui? Donc, en quelques mots. Parfait, mais ça me fait vraiment plaisir de commencer, mais je vais vous demander un peu d'indulgence, considérant que mon cerveau est à peu près 8 secondes en retard. Donc, je m'excuse à l'avance. Mais donc, l'Association des galeries d'art contemporain est une association de 34 membres qui, en fait, sont des galeries d'art commercial qui se trouvent partout au Canada. On a des membres à Halifax, on a des membres jusqu'à Vancouver, Montréal, Toronto et un peu partout comme ça à travers le pays. Pour être membre de la GAC, il y a en fait 2 types de membership pour lesquels on peut poser sa candidature. Il y a le membrariat régulier et le membrariat junior. Là, je ne veux pas vous embêter avec les 1001 détails de ce que doivent être les membres, mais en gros, pour être membre de la GAC, on doit absolument être une galerie d'art commerciale avec un local commercial qui est ouvert 20 heures, un minimum de 20 heures par semaine, depuis au moins 3 ans pour les membres réguliers. Pour les membres juniors, c'est moins de 3 ans. Ensuite, on doit absolument être dans le champ de l'art contemporain de pointe. Donc, je vais m'arrêter là parce que sinon, on va vraiment tomber dans les détails. Oui. Une association, bref, qui est au service de ses membres. Et les membres, donc les galeries, évidemment, souhaitent avoir un événement comme une foire. Donc, l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui, l'événement dans lequel on se tient aujourd'hui, la foire plurale, celle qu'on connaît aujourd'hui n'a pas toujours été sous cette formule-là, mais dès les débuts de la GAC, il y a la volonté d'avoir une foire. Et d'ailleurs, je veux juste préciser au passage que quand la GAC est née en 1985, l'acronyme, c'était AGAC-M. Hein? Donc, c'était limité aux galeries montréalaises. Et la GAC, l'association de ces galeries-là, est née d'une insatisfaction par rapport au milieu, c'est-à-dire c'était des galeries qui avaient la volonté de se regrouper autour du paradigme de l'art contemporain. Et très vite, le besoin d'avoir une foire qui soit représentative de ce milieu-là de l'art contemporain est apparu. Et c'est là qu'est né les LAC, donc l'entrée libre à l'art contemporain, qui est, on disait tout à l'heure avec Marc, hein, c'était la proto-histoire ou la préhistoire des foires de la GAC. Mais c'était une préhistoire assez populaire, assez réussie. Il y a eu 8 éditions. Et puis, quand on lit la réception critique de l'époque, on voit qu'il n'y a pas seulement que les galeries marchandes qui participent à cet événement, à cette expo-foire, en fait, comment c'était désigné. Il y avait également des artistes qui étaient non représentés par les galeries, qui avaient des expositions. Il y avait également des programmes de performance, de vidéos. Donc, c'est Isabelle Lelarge qui me rappelait cela en début de semaine lorsque je lui ai parlé. Et donc, la préoccupation première était vraiment d'affirmer, de se regrouper autour du paradigme de l'art contemporain. Et c'était déjà un succès. Il y avait jusqu'à 6 000 personnes lors de l'édition de 88 et jusqu'à 20 000 visiteurs en 1993. Peut-être faut-il préciser alors que c'était à la place Bon Secours, Place Bonaventure, oui, merci. En même temps que le Salon du Livre. Donc, il y avait peut-être un public captif, mais tout ce succès est en déclin à partir de 1994 et les foires cessent après ça. Et c'est là que j'interpelle Marc, parce que toi, quand tu es arrivé, il n'y en avait plus de foires. Non, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de foire. Il y avait comme un membership assez faible. On était je pense qu'on avait à peine une dizaine de membres. Et il y avait eu, avant que j'arrive, des initiatives plus curatoriales ou plutôt que de faire des expos-ventes, style qu'on est en train de voir aujourd'hui, ou ce que l'entrée libre était, c'était des expositions où les contenus étaient décidés à partir des galeries,
des artistes qui étaient représentés par les galeries étaient choisis par des conservateurs de collections corporatives. Alors, il y avait eu une initiative Montréal-Toronto à la place Ville-Marie et au RBC Building, je crois, à Toronto, où on pouvait montrer à une clientèle corporative l'intérêt de développer une collection corporative. Alors, c'était plus ciblé, c'était plus niché, c'était une manière d'aménager aussi des espaces qui étaient inhabituels. Et ça durait moins longtemps, mais il n'y avait pas de transaction comme telle qui faisait partie du mandat. C'était plus promotionnel. Et puis, quand je suis arrivé, il y avait cette volonté de ramener une foire, mais avec des partenariats internationaux. On avait fait une foire à l'Hôtel Delta, dans les chambres d'hôtel, une fois plutôt que... peut-être même deux. On a fait une ou deux. Une fois à l'hôtel. Oui, avec des galeries de Barcelone. Et puis, on n'a pas eu de retour d'ascenseur, ce qui était un peu dommage. Alors, on a juste fait Montréal. On n'a pas fait le versant Barcelone, ce qui était malheureux. Mais l'année suivante, une ou deux années suivantes, je ne sais plus, on a refait la foire. Elle s'appelait Salon du printemps. C'était l'idée de rebrander les activités. Et là, cette fois-là, c'était au marché Bon Secours on avait, je pense, une vingtaine de participants, surtout de Montréal et Toronto. Ouais. Et puis ensuite, on est passé à autre chose. Et c'est ce qui nous a mené éventuellement à concevoir, mais c'est parti après que j'ai quitté la foire papier. Puis, il y avait déjà beaucoup d'espoir logé dans cette renaissance, dans ce retour des foires. Je me permets de citer Jérôme Delgado dans la presse à l'époque, en 2002, qui dit « Reste à voir si cette fête multidisciplinaire, » là, il parlait du Salon du printemps de 2002, qu'on dit vouloir rendre annuelle, va au-delà du simple étalage d'œuvres à vendre. Donc, il y avait déjà un biais à savoir si, justement, l'intérêt marchand n'était pas le seul et est-ce qu'il y avait une recherche, toujours cette recherche de qualité propre à l'art contemporain, donc qui était dans les attentes, en tout cas, du public. Pour les galeries, elles aussi, il y avait des attentes qui visiblement, n'ont pas été rencontrées puisque le modèle du Salon du printemps, oui, n'a pas fait mouche, c'est-à-dire que on peut enchaîner peut-être avec Jean-François parce que t'as mentionné papier et c'est avec papier qu'il va se passer quelque chose. Puis les deux premières éditions de papier étaient avant que j'arrive. Mais je pense que dans toutes les initiatives que tu as mentionnées, puis de ce que tu mentionnais, il y avait à la base, la même chose que dans plein de secteurs, un désir d'avoir une semaine qui est dédiée à quelque chose. Parce que après ça, tout vient avec ça, la couverture médiatique, l'intérêt public. Et donc, le modèle de trouver cette semaine d'activité-là, je pense que la GAQ a essayé plein de choses, nationales, internationales, diversifiées, un peu de musée, un peu ci, un peu de ça. Puis j'ai l'impression que ce que Papier a réussi à concrétiser après toutes ces différentes tentatives-là, c'est de se recentrer sur ce qu'est une foire. Donc oui, c'est un étalage d'œuvres à vendre, puis c'est bien correct, puis on n'a pas besoin de s'en cacher. Soyons fiers de ça et essayons de construire ça le mieux qu'on peut, plutôt que s'étaler à gauche à droite et essayer de prétendre à 25 différentes recettes qui finalement ne pognent pas, puis à chaque année. Il faut garder en tête aussi, je suis sûr que c'est encore le cas, Annie, mais en tout cas, à mon époque, à ton époque, je suis sûr, à la tienne aussi, organiser une semaine dédiée à l'art ou une fin de semaine, un moment comme ça, c'est incroyablement énergivore et ça coûte cher pour une association qui n'a jamais été grande et qui n'a jamais eu de moyens réels. Donc, c'était très difficile à maintenir année après année, mais de le maintenir année après année était la seule, selon moi, la seule clé du succès réel. Ce qui a fait de papier, et de plural maintenant, c'est que c'est revenu année après année, contre vent et marée, toujours en s'améliorant un petit peu, je pense, et en restant concentré sur ce que c'est, sans prétendre être autre chose. Puis quand moi je suis arrivé, Papier était donc une foire qui était super, qui avait lieu dans le hall d'entrée de Miss Van der Rohe, un Westmount Square. Mais il y avait, de mémoire, probablement 12 ou 15 galeries peut-être. C'était sur des tables pliantes avec des chevalets derrière. Mais moi, j'avais été exposante, fait, en 2007, justement à la première version de cette foire-là. Je me souviens, on accrochait des dessins de Amber Albrecht sur des grillages. Puis c'était piné ou avec des
clips à C'était des papier. Puis, donc, on avait nos tables, on avait nos clips, puis on a vendu des œuvres. Là, on a vu qu'il y avait une capacité réelle, malgré un contexte architecturalement très beau, mais pas du tout propice à ce genre d'installation. Puis il n'y avait pas beaucoup de place pour les visiteurs. Moi, je me souviens des vernissages, puis la ligne il y avait un gars qui servait du vin, puis la ligne, elle faisait le tour de l'immeuble 4 fois. C'était vraiment une fête, puis un engouement. Puis quand moi, je suis arrivé, donc j'ai tout de suite eu... Puis c'est drôle parce qu'à l'époque, j'allais déjà à la Foire de Toronto depuis plusieurs années, puis veux pas, dans ma tête, je me disais, entre les deux, il faudrait grossir un petit peu papier, puis grossir un petit peu Montréal. Mais comment faire ça avec nos petits moyens et sans tomber dans un modèle corporatif très lourd? Ouais. Et de là est venue l'idée de la première édition au centre-ville qui était au Black Watch, donc dans un gymnase militaire près de la Place des Arts. Et qui a été... en fait, beaucoup des murs qui sont utilisés aujourd'hui ont été conçus à l'époque, construits à l'époque et sont toujours utilisés. Fait que ça a été vraiment, je pense, le début de ce à quoi papier ressemble aujourd'hui. Et ça a super bien fonctionné. Moi, je me souviens, la première année, je n'ai pas les chiffres, mais de mémoire, on avait eu plus que 20 000 visiteurs. Au point où, en fait, les galeristes disaient, c'est le fun du monde, mais c'est peut-être un peu trop. Là. On n'arrive pas à parler à personne. Je peux avoir des chiffres. 2007, donc la première édition papier, 2500 visiteurs. À Westmount Square. À Westmount Square, puis 3000 l'année d'après. Je ne sais pas si, Marc, tu voulais rajouter quelque chose sur ces premières éditions de papier qui sont légendaires. C'est tellement drôle parce que quand on l'avait conçu, j'avais pitché l'idée de même pas avoir de mur. L'idée venait du concept des foires de livres d'artistes et d'avoir que des tables et des cartables et des grands V là, avec les posters dedans, là, les portes images. Et c'était l'idée d'amener les gens à se toucher et à toucher les œuvres. On était en pré-pandémie. Oui, et c'était de briser l'espèce d'intimidation qu'on pourrait avoir dans les manifestations qu'on faisait avant. C'est-à-dire, dans les chambres d'hôtel, c'était intimidant de rentrer dans la chambre. Le marchand est assis là, puis il y a un lit, puis il y a une œuvre dessus, puis bonjour, comment ça va? C'est un peu cringe. Ouais. Alors là, il y avait, dans des foires à Montréal, il y avait cette attente à la gratuité, à l'expérience culturelle, au-delà de l'expérience pécuniaire. Quand il y avait comme un mix des deux, ça ne marchait pas pour nous. On ne se rendait pas à ça encore. Alors, l'idée de briser le rythme habituel de consommation ou de visite, c'était de mettre les gens en contact direct. Et puis, c'était « Ah, lequel t'as pris? » Moi, j'ai pris lui, il est tourné de la page. On n'était pas loin de l'esprit de l'exposine. Là, oui, on était vraiment plus exposine. Puis donc, le choix du médium était pour ça aussi. Oui, c'était pour ça qu'on faisait papier. C'est pour ça que ça s'appelait papier. C'était que des trucs que tu pouvais sortir du petit cartable, amener à l'encadreur qui avait un kiosque et le laisser avec la personne et partir avec. Ça, on le doit à Mathieu Gauvin qui avait exécuté ces deux. Je ne sais pas si Mathieu Gauvin est dans l'assistance. Peut-être qu'il était en ligne à la maison. Mais donc, dans l'ADN de papier, il y a ça, ce caractère accessible, bon enfant, rapprochement des pratiques avec le public. Puis rapidement, donc Jean-François le mentionnait, il y a l'idée de non seulement que ça devienne récurrent, mais qu'il y a aussi que ça prenne une envergure. Puis Julie, donc avec toutes les années où tu as été là, tu as vu évoluer, tu as participé à l'évolution de la formule de papier. Oui, dans le fond, la partie on s'est arrêté au Black Watch, mais il y a eu un gros niveau entre le Black Watch puis l'édition suivante, qui, si je ne me trompe pas, de 2011, qui était la première fois sous chapiteau que Jean-François a fait. Donc, avec le climat et les tempêtes de vent et le chauffage qui ne marche pas. C'était bien. Je m'en quartier souviens. des spectacles, oui. Donc, moi, quand je suis arrivée, la barre était quand même très haute. Donc, j'arrivais après cette première édition sous chapiteau en plein cœur du quartier des spectacles. Puis, ce qui est assez mémorable pour moi, c'est que pas tellement longtemps après que je me sois assise dans la chaise, j'ai reçu une lettre du quartier des spectacles comme quoi ils ne nous aidaient pas financièrement pour refaire le chapiteau. Donc, je suis arrivée avec des beaux défis. Puis, ce que j'ai connu beaucoup, c'est tout le nomadisme, dans le fond, des premières années de la foire. Donc,
nous, comme directeur, on travaille main dans la main avec nos membres, notre conseil d'administration. Donc, on insulte une vision, mais au final, c'est un commun accord de tout le monde ensemble. Et puis, à ce moment-là, le désir était vraiment de maintenir le chapiteau, mais on devait composer avec un terrain qu'on nous donnait 3 mois avant la date où on devait faire la foire. Donc, on a beaucoup bougé, toujours au quartier des spectacles pendant quelques années. Puis, malgré les défis, c'était quand même quelque chose de un peu féerique de voir. La foire était différente, au fond, à chaque année, étant donné les changements de lieu. Puis, je pense qu'une des beautés de la tente, du chapiteau aussi, c'était que c'était impossible de vivre au passé ou travailler au centre-ville de Montréal sans savoir qu'il y a quelque chose qui se passait. Parce que 2 semaines avant, il érigeait une tente de 20 000 pieds carrés en plein milieu du centre-ville. Et donc, tout d'un coup, ça forçait une certaine effervescence qui était vraiment le fun. Zéro pratique, là, du papier dans une tente où il pleut puis il fait froid, c'est pas une bonne idée. Mais c'est ça. Puis c'était à ce moment, la foire était gratuite et c'était vraiment cher, non seulement aux galeristes, au public, mais il y a cette coutume qui est quand même merveilleuse au Québec, la gratuité de la culture. Donc, la foire était gratuite, mais là, on avait quand même un enjeu où la GAQ a toujours voulu à la fois présenter le meilleur, l'art de pointe, mais aussi éduquer et aussi... donc, comment composer avec ce mandat-là d'élargir les publics puis d'éduquer, puis en même temps permettre à nos membres de faire des ventes. Donc là, on était rendu à un moment où il y avait beaucoup trop de monde. Il y avait des week-ends vraiment désagréables où on passait comme ça entre les gens. Et est venu le moment critique de mettre une tarification à l'entrée. Donc, j'ai vécu, dans le fond, moi, des différents défis comme ça. Puis, un que j'aime bien mentionner aussi, c'est 2015, donc cette année où on est allé à l'espace de Gaspé et on devait occuper un seul plancher, dans le fond, de ce qui allait être les futurs bureaux d'Ubisoft pour finalement venir avec le service incendie pour valider la capacité, tout ça, puis d'apprendre que les monte-charges, si jamais il y a une alarme de feu, ils sont fermés, donc les gens doivent sortir uniquement par les escaliers. Donc, la capacité était de 300 personnes. Donc, on s'entend, là, c'était les années où la foire était gratuite puis qu'on avait plus de 20 000 personnes. Donc, c'est comme ça finalement, on est allé jusqu'à 3 étages avec la stratégie très brillante. C'était très aéré, il y avait beaucoup de place, c'était très minimaliste. Bien, en fait, on a utilisé que le tour, donc c'était assez génial parce que la vue était magnifique des 4 côtés de ce bâtiment-là. C'était les 3 derniers étages. Et puis, on a fermé le centre, en fait. Donc, c'est un point de départ qui n'était pas favorable pour arriver avec une solution qui, finalement, a été un succès. Gagnant. Donc, c'est ça. En fait, les membres réclamaient un événement récurrent. Puis, une des difficultés que vous ne mentionnez pas, là, c'est la capacité de fédérer tout le monde autour d'un événement parce qu'on le voit dans la réception critique des années antérieures. Il y a des galeries qui débarquent de l'association, il y en a d'autres qui reviennent, puis quand une telle débarque, bien là, ça fait tomber le consensus. Donc, comment vous, comme à la direction de la GAQ, vous avez navigué à travers ça et qu'est-ce qui fait que Papier a été vraiment fédérateur pour créer cette cohésion, bien qu'on s'entend, les marchands d'art, les galeristes gardent leur individualité puis leur personnalité, puis c'est important, mais il fallait quand même que ça reste fédérateur. En tant que personne qui, en fait, a été de l'autre côté du miroir, mais dans toutes les versions qui ont été mentionnées. Moi, je me souviens des têtes de bélier de prise à tabac en haut du Black Watch. Je me souviens aussi de l'eau qui rentrait dans le chapiteau. Je me souviens aussi où il y avait eu le hangar. Je me souviens... Bref, on avait été dans toutes ces versions-là. Et en fait, ce que nous, on avait perçu en tant qu'exposants, c'est que une fois qu'on arrivait dans notre espace, c'était vraiment notre espace. Et il y avait très peu de blocage, où on était très peu contrôlé là, sur ce qu'on pouvait présenter. Je pense que c'est un peu comme ça que les galeries pouvaient justement garder leur
leur unicité, présenter leurs valeurs, présenter les artistes, qu'ils défendent, qu'ils représentent. Donc, Mais je pense que de ce point de vue-là, cette fédération des galeristes, à papier, ça se voit physiquement dans l'espace, mais c'est un défi pour l'équipe de la GAC 12 mois par année, parce que, qu'on le veuille ou non, 10, 15, 20, 30, 35, 40 galeries qui ont tous des perspectives différentes sur quels sont les meilleurs artistes, puis qu'est-ce qui est intéressant, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça peut facilement tomber dans du compare et tape sur la tête du voisin. Et donc, je pense qu'une des grandes forces de la GAC depuis 40 ans, ce qui est quand même exceptionnel, c'est de trouver les points communs, là où les forces se rejoignent plutôt que se distancent, puis de mettre l'emphase là-dessus, puis de dire, bien, le reste, oui, vous avez des différences, puis vivez vos différences dans vos galeries puis dans vos coins de foire, mais ensemble, travaillons sur les points communs et les forces communes de tous les membres. Puis, quand ça est bien fait et que les résultats concrets deviennent des foires exceptionnelles, du démarchage national, du démarchage international, des relations publiques, des relations gouvernementales, et que tout le monde y tire son compte, ça fonctionne. Puis je pense que papier est vraiment juste la concrétisation physique de ça. C'est plural. Désolé. Nous allons en venir à plural parce que, donc c'est ça, papier s'est consolidé progressivement. Puis, on sent aussi que le côté fédérateur vient avec la qualité de l'image qui est associée à papier et le fait que les membres, les galeries se reconnaissent dans cette qualité-là. On a mentionné le chapiteau, on a mentionné le petit séjour dans Myland au pôle de Gaspé. Il y a eu l'Arsenal aussi. Donc, ça a commencé à être payant en 2018, c'est avec l'Arsenal, si ma mémoire est bonne. Et puis, jusqu'au Grand Quai. Et d'édition en édition, l'événement se consolide. Bon, il y a eu un creux avec 2020, la pandémie, bien sûr. Mais donc, depuis 2022, plural? Donc, qu'est-ce qui a mené à ce repositionnement de la foire? Et qu'est-ce qui fait que la GAC a opté pour une nouvelle formule qui... Je vais te laisser parler, Julie. Le changement de nom, ça faisait quand même plusieurs années que c'était dans les cartons. Donc, les premières manifestations d'un désir En fait, au départ, c'était même pas de changer de nom, c'était d'élargir à d'autres formes d'art parce que là, maintenant, c'est dur à croire, là, mais pendant des années, il n'y avait que des œuvres sur papier. Et puis... tranquillement, dans le fond, au lieu de faire un changement drastique, on a permis un pourcentage, puis on a de plus en plus donné de latitude. Donc, ce changement-là de uniquement des œuvres sur papier à tout médium, c'est fait sur 3 années à peu près. Il y a eu plusieurs éditions où le papier était très élastique. Oui. On se faisait cette réflexion... Dans ces 3 années-là, effectivement. Le concept de papier a été étiré au maximum. Mais au final, au départ, il y avait vraiment des points de vue tranchés des opposants, puis des galeries favorables à l'idée d'ouvrir à tous les médiums. Donc, il y en avait qui avaient peur de perdre l'identité de la foire. Il y avait le non-papier qui était chouchou, que tout le monde adorait. Ça a pris 3 années à laisser mariner pour ne pas aller trop vite, puis s'assurer de la décision. Puis à la fin, ça devenait une évidence là, quand les commanditaires te disent ouais, ben là, moi, je passe ma soirée à débattre du fait que c'est pas du papier, ça s'appelle papier. OK, là, il est temps qu'on se penche sur le nom. Puis ça aurait pu être un statement aussi que ça s'appelle papier quand même, puis c'est autre chose. Donc, c'est une possibilité qui a été discutée aussi. Puis, au final, on est aussi venu avec la certitude, si on veut, que d'attacher le médium papier à une foire, ça donnait une méconception, si on veut, de ce qu'était vraiment la foire. Ça donnait une lecture de l'extérieur que c'était une foire avec des œuvres pas chères, pas nécessairement de grande qualité, un peu, il y a des affordable fare, puis ça venait un peu s'insérer dans ce modèle-là,
au niveau de l'image que ça projetait. On entendait régulièrement des collectionneurs de d'autres provinces qui disaient Wow, c'est pas du tout ce que j'imaginais. C'est tellement de pointe. Donc, on se disait on a un enjeu d'image, là, littéralement, avec le mot papier. En fait, on est comme décalé. Donc, le processus d'un changement de nom a finalement pris le dessus, puis on est allé de l'avant. Puis là, évidemment, les gens étaient attachés au nom. Donc, c'est peu importe le nom. Oui, Jean-François l'a gardé d'ailleurs, le nom. Oui, oui. Il l'appelle encore papier. Je pense que je t'ai entendu le papier aussi. Très possible. C'est pas la dernière fois aujourd'hui. J'ai fait l'erreur en entrevue d'embauche. C'est correct. Mais moi, ce que j'aime, c'est que l'esprit de papier est encore ici. Je me promenais hier soir, puis cet après-midi, puis l'accès à l'art, puis les différents... Il y a des œuvres qui sont pas... Beaucoup d'œuvres qui sont pas très chères, des œuvres qui sont plus chères, mais déjà Plural est un très, très, très beau nom. Je pense qu'il y a une belle... ça fonctionne bien dans la suite que tu viens d'expliquer. Puis l'esprit est resté, fait que je suis convaincu, c'est parfait. Bien, il faudrait peut-être regarder du côté du public élargi s'ils ont ce même avis-là. Donc, possiblement que Plural venait donner une image qui est plus en accord avec ce qu'est devenu la foire. Puis ensuite, qu'en pense le public élargi, il faudrait leur demander. Mais on pourra reparler du public élargi plus tard. Donc maintenant, Plural est bien assis sur ses bases, une envolée confirmée. On a rapidement passé sur Toronto parce que la foire Plural s'affiche comme la deuxième foire d'importance au Canada. Est-ce que j'ai raison, Annie? Tout à fait. Ça veut dire qu'il y en a une qui est plus importante? Mais il y en a une, en fait, où il y a... c'est deux foires qui sont complètement différentes. Le but de chaque foire, on occupe deux niches différentes à Toronto. Donc, pour ne pas la nommer, oui. Art Toronto et Plural. Je veux dire, on a aussi développé des échanges de services, des partenariats avec eux qui font en sorte que Plural, on va donner des visites guidées, justement, et Mia Nielsen de Art Toronto nous amène des collectionneurs. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Puis, les deux foires font pas du tout... C'est complémentaire. C'est complémentaire. Donc, peut-être que, pour l'instant, on est peut-être deuxième en termes de gens qui la fréquentent, ou je sais pas... Mais est-ce qu'à une époque, les foires organisées par la GAQ étaient les plus importantes au pays? Quelles étaient les relations avec Toronto? En fait, en 87, quand les Lacs a ouvert, c'était la première foire d'art contemporain au Canada. Donc, déjà, on était précurseurs. C'était la plus grande parce que c'était la seule. Parce que c'était la seule. Puis, Isabelle Lelarge écrivait qu'à partir de l'ELAC, Montréal pouvait devenir la capitale des arts au Canada. Donc, il y avait de l'ambition là. Mais pour parler encore un peu de la foire, de la scène de Toronto et de sa foire, c'est un échange, un partenariat qui est incontournable. Et la GAQ, au début, était beaucoup associée à un contingent québécois, ce qu'elle n'est plus seulement. Mais il y a eu des phases. Julie, je te regarde parce qu'il y a eu un moment épique, je pense, de positionnement de la GAQ par rapport à Toronto. Veux-tu nous en parler un peu? C'est quand même impossible de ne pas le mentionner. Donc, 2015? Je crois, 2015. Moi, je regarde Simone. Je vais regarder dans mes notes. Il y avait, dans le fond, la foire de Toronto est immense et pendant ces années-là, donc je vais dire de 2010 à 2015, il y avait vraiment... elle était comme divisée dans le centre. D'un côté, on avait le côté plus contemporain, puis de l'autre côté, qui était un peu plus beaux-arts. Puis, les galeries répétaient chaque année quelques éléments d'insatisfaction qui n'étaient jamais regardés, qui n'étaient jamais changés. Puis, donc, 2015, il y a un contingent important de galeristes qui ne veulent plus la faire. Donc, ils se tournent vers moi, puis on ne peut pas ne pas être présent sur la scène. Il y a vraiment un momentum commercial qu'on ne veut pas rater. On fait quoi? On fait une expo-vente. Il faut qu'on soit présent.
Puis, dans une réunion de conseil, à la fin, là, rendu là, c'est une foire satellite qu'on devrait faire. Puis, on s'est lancé tête première dans une aventure dans 6 mois de faire une toute nouvelle foire de zéro à Toronto. Donc, c'était une... Il fallait quand même ne pas avoir froid aux yeux pour débarquer là. La commande était donnée. Donc, Jean-François avait déjà mis la barre très haute à la GAC. Moi, après son passage, j'ai construit sur les bases. Mais là, ce défi-là était vraiment tombé solidement dans ma cour. Donc, je venais de terminer un démontage de la foire ici. J'ai pris le bus de nuit pour me rendre à Toronto, signer la commandite principale de ce qui allait être la foire Feature. Donc, à ce moment, l'objectif était d'être le contrepoids de tout ce qui n'était pas hors Toronto. Donc, hors Toronto était immense, Feature était petit. Hors Toronto était un peu tout et n'importe quoi. Feature était très pointu. Donc, c'était... d'un côté, on avait une centaine de galeries dans c'est toujours dans le Convention Center, un gros palais des congrès. Et donc, nous, la GAC avait loué l'opéra. La salle en fait, c'est la salle de répétition de l'opéra qui était une belle architecture de briques pour créer une petite foire de 23 galeries, donc 23 galeries de pointe avec jury. Donc, c'était même les membres de la GAC passaient le jury pour obtenir une des 23 places, si on veut, dans la petite foire. Et en plus de ça, la réception à Toronto était très particulière. On peut imaginer une gang de Montréalais, dans le fond, qui débarque à Toronto un peu chambouler la structure en place. Donc, la Foire de Toronto, dans sa soirée de lancement, est une grosse levée de fonds pour le musée. Et donc, tous les grands donateurs sont proches de cette foire-là. Donc, de notre côté, il fallait convaincre tous ces gens-là de la pertinence de faire une petite foire en même temps. Et puis, c'est à ce moment qu'on a signé, entre guillemets, comme marraine ou porte-parole de Ginny Parkins, qui est la première, la grande consultante qui a bâti les collections corporatives de beaucoup d'entreprises à Toronto. Donc, quelqu'un de éminemment respecté. Donc, le moment où Ginny a un peu associé son image avec le projet, ça a un peu calmé les ardeurs, mais quand même, c'était tumultueux. Et la foire Feature était magnifique. Dans le fond, la GAC a réussi année après année cet art d'avoir toujours des projets élégants qui, à la fois, réussissent à parler au grand public. Feature n'était pas une exception. C'était un projet magnifique aussi. Donc, une foire qui se distinguait par sa signature. Il y a eu 2 éditions et par la suite, ça constituait un levier pour transformer la foire de Toronto, parce que Feature a disparu par la suite, n'avait plus lieu d'être. Exactement. Ça a été le coup de pied qui a fait complètement transformer Toronto au point où il n'y avait plus la nécessité pour la GAC de mener tous ses efforts et d'être présent à Toronto. Donc, pour le mieux, puisque les changements répondent vraiment à ce que les membres voulaient. Puis, les membres, aujourd'hui, on le rappelle, ne viennent pas seulement du Québec. La scène torontoise est représentée dans la GAC aussi et du reste du Canada aussi, hein? Oui, tout à fait. Mais je vais juste rappeler que pour être exposant à Plural, on n'est pas obligé d'être membre de la GAC. Donc, ça, c'est une chose. Mais vous allez voir, il y a des galeries qui viennent de Halifax à Vancouver, puis Montréal, Toronto. Comme je disais, il y a aussi quelques galeries qui viennent des Prairies, si je me souviens bien. Bref. Donc, oui, les galeries viennent de partout. J'ai-tu le droit de révéler un secret?
Je sais pas. Moi, je vais pas te dire non. Là. Mais quand... parce que quand je suis arrivé, moi aussi, le nombre de membres était relativement bas, puis on cherchait à augmenter le nombre de membres, puis on cherchait à aller sortir du Québec aussi. Papier, à l'époque, se développait bien, les gens voulaient y participer. Puis, ce qu'on a fait quand j'étais là, c'est qu'on s'est dit, ben si, puis là, j'invente des chiffres, là, mais disons que le membership coûte 5$, puis que participer à la foire, ça coûte 10$, ben on a mis un rabais pour les membres qui était supérieur au coût du membership. Fait que tu pensais même pas, est-ce que je vais être membre, je vais pas membre, je vais sauver de l'argent si je suis membre puis que j'applique à papier. Et puis ça a augmenté d'un coup le nombre de membres de 15 à 30 en une édition de papier. Bon. Oui. Mais je dois dire, par contre, que la majorité des membres sont encore basés au Québec. Donc, ça reste dans le giron québécois. Tu voulais rajouter quelque chose, Marc? Nous autres, on n'avait pas beaucoup de membres. Il y avait eu C'était des bons membres. Il y avait eu beaucoup de... le plancher s'était ouvert avant que j'arrive parce qu'il y a eu un gros schisme entre les galeries qui croyaient à la mission culturelle de la GAQ et d'autres qui voulaient développer des initiatives commerciales. Et par rapport au membership, je me souviens, puis c'était une ancienne... Je travaille avec quelqu'un au Musée d'art contemporain qui travaillait avec moi à la GAQ aussi. Puis des fois, quand elle a su que je faisais ce panel-là, elle a dit « Vas-tu raconter l'histoire des chèques? » Puis j'ai dit « C'est quelle histoire? » « Ah oui, cette histoire-là. » Et c'est que non seulement avions-nous très peu de membres, leur état financier était tel que les abonnements ne s'arrivaient pas toujours à temps. Alors, le cash flow était une question courante. Et la question des chèques, c'est que souvent, j'avais 2 chèques de paye dans ma poche que je ne pouvais pas encaisser sans qu'ils rebondissent parce que le cash flow était rendu tellement quand on était... vers la fin de mon règne, c'était 2006. 2006. C'est ça. Alors, autour de 2005-2006, là, on avait vraiment des enjeux. Et puis, c'est pour ça que, pour moi, voir d'où est-ce que j'ai laissé ça et qu'est-ce que c'est devenu par la suite, c'est tellement comme... Mais aujourd'hui, en fait, la GAQ incroyable. est la plus grande équipe qu'elle a été. On C'est est maintenant ça. 8 on dans était l'équipe. trop... Nous, on était 2,5. Moi aussi, Ouais. nous aussi, on était 2,5. 2,5 quand vous avez commencé, parce que c'est la même, parce que la structure budgétaire est restée la même, l'enveloppe qu'on avait restait à peu près la même, c'était le membership, c'était votre coup d'aller chercher l'initiative de dire, OK, laissons passer assez d'eau sous les ponts pour trouver le truc. Puis on était rendu au-delà, en fait, de cette espèce de division culture-commerce, là. Ça avait fait son temps, et puis vous avez vraiment réussi à toutes l'une après l'autre, l'une après l'autre, à capitaliser là-dessus et à faire ce que c'est. Là. Et nous, en fait, on ne pourrait pas le faire sans le généreux appui de la SODEC. Oui. Et depuis le début. La SODEC est là depuis le début. Merci, Annie. Justement, sous ton règne, Marc, hein, c'était très difficile, c'était très précaire. Puis Jérôme Delgado va écrire dans Le Devoir en 2007 que grâce à la foire papier, hein, que c'est une résurrection de la GAQ. Moribonde et endettée, presque transparente, la GAQ est soudainement réapparue cet automne avec une nouvelle foire, sagement réorientée vers le papier. La suite dira si l'événement papier peut relancer le marché à Montréal. Mission accomplie. Marc Langto, gestionnaire hors pair. Et quand j'ai commencé au musée, Joyce Yaouda, qui avait la galerie Joyce Yaouda, a dit « Ah, finalement, tu vas faire quelque chose qui est plus toi. » Mais aussi, Marc, tu pointais une réalité, c'est que l'association oscillait entre deux tentations, 2 élans, un élan plus culturel, puis l'autre plus commercial. Puis outre les foires, il y a eu plein d'initiatives qui voulaient s'inscrire justement dans une perspective plus culturelle ou plus intellectuelle. Puis on ne peut pas ne pas mentionner Peinture en 98. Vous n'étiez pas à la GAQ, mais on a tous été témoins de ça. On a tous participé à cette grande fête qui se voulait. Bien, qui veut en parler? Bien, je pourrais en parler un peu parce que c'était un peu le modèle qui a brisé un peu la baraque. C'est-à-dire, après Peinture, je pense qu'il y a plusieurs membres qui ont quitté parce que ça faisait... Et d'autres qui sont restés. C'était pas ceux à qui on s'attendait par rapport à ça. Et, mais ça a été tellement un coup parce que c'est là où on montrait
c'est drôle d'évoquer la SODEC parce que c'est l'idée de l'entreprise culturelle et puis de démontrer que les actions, que les galeries commerciales sont des acteurs culturels importants, étaient vraiment mis de l'avant dans cet événement-là, mieux qu'à tout autre moment, je pense, jusqu'à là. Puis, parce que c'était dans les locaux habituels, c'était l'idée de faire venir les gens, fédérer les galeries et amener les gens dans les galeries à un moment. Comme tu l'as dit, Jean-François, c'est l'idée de créer un événement pour rassembler tout le monde autour d'une idée. Et là, c'était au plus simple. On fait un show commissarié qui fait plusieurs galeries commerciales. Mobiliser une scène autour de la question de la peinture et de la peinture abstraite. Et là, c'était une vraie fête parce que là, c'était toutes les pratiques actuelles de la peinture abstraite. C'est vraiment réjouissant. C'était le 50e de Refus Global. Il y a eu un numéro spécial Parachute et ainsi de suite. Oui. Oui. Et parmi les initiatives, on l'a mentionné brièvement, il y a eu les échanges à l'étranger, les événements tenus à l'étranger. Je regarde Jean-François pour Shanghai. Il y a eu la folle aventure de Shanghai en 2010, une année complètement folle où on a monté la représentation officielle de la ville de Montréal pour l'Expo universelle de Shanghai. Puis c'était, je pense qu'à l'époque, il y avait un désir de Tourisme Montréal et de la ville de Montréal d'être présent à Shanghai pour l'expo, d'y être en art, mais là, ils ne savaient pas par quel bout le prendre. Et quel est l'organisme fédérateur qui va ramasser le plus possible le milieu des arts visuels et pour qui ça va être un geste de développement économique aussi, pas juste un coup d'épée dans l'eau ou juste une dépense, mais qu'avec un peu de chance, il va y avoir des retombées pour ça. Et donc, ils sont venus vers la GAC, ça a été fantastique. Ça a été excessivement compliqué. Monter une exposition à Shanghai, quand on a signé, on était bien contents. 3 mois après, on trouvait ça un petit peu moins drôle. Avec 2 ressources et demie. Avec 2 ressources et demie, puis pas d'argent pour... En fait, je pense que le budget de ce projet-là était plus grand que le budget annuel de la GAC. Et la SODEC devait appuyer pour... pas pour celui-là de mémoire. Peut-être, mais je pense que c'était Tourisme Montréal à 100 %. Mais juste les différences culturelles avec la Chine, l'idée de devoir se faire des cartes d'affaires en chinois, j'étais OK. Puis là, après ça, en tout cas, on est passé à travers 1001 étapes. Je pense que l'histoire la plus drôle de tout ce truc-là, c'était un peu une tour de Babel. Là. Tu savais pas à qui tu parlais, puis à qui tu devais parler, puis pourquoi, pour rentrer dans la machine officielle chinoise de l'Expo universelle. Puis, je pense que c'est au 6e différents ministères qu'on a rencontré qu'on s'est finalement fait dire, parce que tout le monde tournait autour du pot, mais personne ne voulait le dire, qu'on s'est finalement fait dire, vous savez, votre projet est très bon, mais ça ne va pas être approuvé par le gouvernement chinois si vous ne passez pas par le département de la censure. Je dis, il y a un ministère de la censure, c'est bien ça, il n'est pas listé sur vos listes. Et là, tout d'un coup, ça s'est bien marché parce qu'on a compris à qui il fallait qu'on parle. Mais c'est un autre monde. Là, quand tu es habitué de créer une fois par année une foire d'art contemporain avec des membres qui sont devenus des amis, puis un public que tu perçois comme ta grande famille élargie. Et là, d'essayer de faire ça à l'autre bout du monde dans une machine que tu comprends pas puis que tu connais pas, puis qui parle pas ta langue, c'était épique. Tu parles de famille élargie, donc évidemment, la GAC, parmi les nombreuses initiatives qu'elle a organisées, a fait des événements, des projets en s'inscrivant dans la scène des arts visuels, en développant des projets avec des partenaires, justement en ne fonctionnant pas en vase clos. Là, on peut penser toutes les autres pratiques qui ne sont pas représentées par les galeries. Donc, pouvez-vous, Julie, je te regarde, je pense au gala de la GAC ou au rallye des galeries. C'est peut-être plus Jean-François. Dans le fond, il y a eu beaucoup, en dehors des foires, il y a eu quand même beaucoup de plus petits projets ou d'autres initiatives. Une qui est intéressante, qui va m'amener au gala, c'est l'entente que la GAC a avec la Ville de Montréal pour les prix Ayotte et Comtois. Donc, les prix mi-carrière et artistes établis sont accompagnés d'une bourse, puis la Ville de Montréal achète une pièce, dans le fond, des 2 gagnants. Donc, ça,
avec le recul, ça fait plus de 15 ans. Donc, la collection de la Ville de Montréal a des œuvres de Valérie Blas, de Nicolas Bayer, Nelson Hendricks, Yann Pocro. Donc, la Ville a une collection magnifique grâce à ces prix-là. Donc, ça, c'est génial. Mais ils étaient remis à l'hôtel de ville à 10 h le matin avec 2 journalistes, puis un vin de l'amitié. Donc, c'était décevant, dans le fond, parce que C'était pas un jus d'orange de l'amitié? Il y avait des pailles au fromage. Je ne sais pas si tu te souviens, Marc-Antoine. Donc, c'était triste. Et, dans le fond, l'année où Réal a été président, il ne s'est jamais remis de ce moment-là. Puis il a dit, là, faut qu'on fasse une célébration. Donc, puis lui, il avait en tête là, un gala dans le temps des fêtes où tout le monde est là. Tout le monde est là et tout le monde qui contribue dans l'écosystème participe. Tout ce qui est excellent mérite d'être nommé, mérite de gagner. Donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le Gala des arts visuels. Même si c'était toute une aventure, puisque, dans le fond, la GAC, les galeries privées, menaient un grand projet où on honorait, dans le fond, tous les différents secteurs des arts visuels, là, de la critique d'art, l'auteur de l'année, l'expo en centre d'artistes, tout ça. Donc, tout ça piloté par l'équipe de la GAC. C'est une drôle d'idée, mais je pense malgré tout que le besoin d'un gala pour les arts visuels faisait du sens. C'était juste très ambitieux et à la fin, on n'était qu'un des joueurs dans l'écosystème qui pilotait tout ça. Donc, il y a eu 3 éditions. Puis la dernière, on était 3. Donc, on était la GAC, le RCAQ. Ben, on n'était pas 3 personnes. Okay. Non. Moi, je n'ai pas connu l'époque de 2,5. Donc, quand je suis arrivée, on était déjà 4. Et puis, c'est ça. Donc, on était le RAV, le RCAQ et la GAC dans le dernier gala. Mais malgré tout, c'était énormément d'efforts. C'était même presque mission impossible. Donc, il y avait quand même de l'insatisfaction là, parce qu'on essayait de faire ça by the book avec des jurys qui analysent tout ça, mais c'était d'une grande ampleur. Là. C'était fou comme idée. Il y avait aussi l'idée de refaçonner le gala avec des performances artistiques, avec des prix conçus par des artistes. Il y avait Kozik qui avait fait ça, Doyon-Rivet. Mais il y en avait pour dire dans le milieu que c'était pas le format du gala n'était pas approprié. Il n'y a jamais rien qui plaît à tous, mais c'est vrai qu'il y avait quand même des moments... des moments mémorables là-dedans. Moi, je me souviens de la performance de Thierry Marceau en Massimo Guerrera, en duo avec Massimo Guerrera. C'était de toute beauté. C'était un grand moment d'histoire. Un grand moment, oui. Ouais. Il y a eu aussi dans... Il y a eu la GAC qui a gagné un prix au gala de la GAC. Ça c'était aussi de toute beauté. C'était pas vous qui avez arrangé les prix? Ben, c'est la Foire Papier qui a gagné l'événement de l'année. Avec un jury indépendant, bien Avec sûr. un jury indépendant. C'était de membres de la GAC. Moi, je pense qu'on a tous gagné des prix lors de ces galas. Hein? D'ailleurs, Nicolas Bayer a encore son foulard. Je fais juste... Ah, je l'ai plus, le mien. Je sais pas, il est où? Faudrait que je trouve ça. Le foulard de Doyon-Rivet était magnifique. Dans le registre des événements festifs et fédérateurs, il y a aussi le rallye des galeries. C'était quand même... C'est le rallye des galeries. Puis il y en avait eu d'autres à l'époque aussi. Là, on avait fait des trucs avec la Jeune Chambre de commerce assez régulièrement. Fait qu'il y a eu beaucoup de one-off comme ça où on essayait de, en partenariat avec quelqu'un d'autre, monter quelque chose qui allait créer un petit peu d'effervescence à ce moment. Rallye des galeries, c'était vraiment le fun. L'idée, je trouvais fantastique. Inviter un chef et un sommelier, ou une, bien sûr, dans les deux cas, qui inventait une bouchée et trouvait un vin qui répondait à une œuvre d'art spécifique. Puis là, toute la soirée, on se promenait. S'il y avait 6 bouchées, bien, il y avait 6 œuvres. Fait qu'on se promenait en autobus pour aller voir les 6 œuvres et on mangeait la bouchée et on goûtait le vin devant l'œuvre avec le chef, la chef, le sommelier, la sommelière qui nous expliquait le comment du pourquoi. Puis moi, j'ai fait des rencontres exceptionnelles là-dedans. J'ai vécu des moments fantastiques. C'était de toute beauté. Mais d'ailleurs, le rallye des galeries vit toujours, mais sous une toute autre forme, sous Galerie Weekend.
Oui, tout à fait. Ben, puis tous ces Sans la projets-là, bouffe. on peut penser qu'il n'y a pas de suite, mais il y a une suite parce ils donnent toute naissance au projet d'après sous une forme ou une autre. Puis moi, ce que je trouve le plus incroyable dans toute cette histoire-là, là, c'est que je pense que la GAQ est rendue ailleurs maintenant, là, mais pendant très longtemps, c'était à peu près pas d'employés, qui avaient à peine 25 ans, qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, qui étaient drivés par un conseil d'administration et qui réalisaient des affaires 1000 fois plus grandes que ce qu'ils pensaient être capables de faire. Et il y avait quelque chose de... C'était vraiment une histoire de 2 rouleaux de duct tape puis une chandelle, puis let's go, on y va, puis on va se rendre jusqu'au bout. Mais avec les années, ça a fonctionné. Ça a pris de l'envergure. Mais pour Ouais. revenir sur le modèle des rallyes, il y avait la virée des galeries avant peinture-peinture. Donc, c'est vrai que c'est un peu la même idée qui est développée, qui apparaît de façon différente. Donc, la virée des galeries, le rallye des galeries, galerie week-end. Et chaque fois, dans cette formule-là du rallye où c'est l'itinéraire dans la ville, c'est une cartographie qui apparaît entre les membres d'un réseau. Puis des cartes, on en a fait plein. Là. Je ne sais pas combien d'éditions de cartes de galeries à Montréal on a réalisées, mais... Et pour les 40 ans de la GAQ, Il y a une nouvelle carte. Il y en a une dans le kiosque. Elle est magnifique. Et on le sait, c'est tellement important parce que quand on va visiter une ville, qu'est-ce qu'on cherche, nous, amateurs d'art? On cherche la carte des galeries. C'est ça qu'on veut repérer en premier. Donc, c'est un outil indispensable. La carte des galeries que nous, on avait essayé, ça s'appelait Carte blanche, et je l'avais fait avec Hugues Charbonneau, de la galerie Hugues du même nom. Et puis, Hugues avait eu cette idée de passer une commande à un artiste pour concevoir le poster. Et il y avait le calendrier au verso avec la carte. Alors, c'était l'idée... Hugues, Oui? dans quel rôle à ce moment? Hugues, c'était un dude qui se promenait, puis qui avait des idées, puis qui venait dire « Hey, j'ai une Beaucoup de idée, volonté. t'as l'air le fun, toi. » Puis il donnait Ça n'a un pas mandat. tant changé. Non, C'est juste que c'était là, ça, il y a c'était ça. 4 murs. Oui, là, il y a 4 murs. Mais c'était un concept. On a fait, je crois, 2 ou 3. On en a fait 3, puis on avait fait des partenariats. On avait utilisé ça. Un autre modèle qu'on avait d'événements, c'était les partenariats des jumelages de villes. On l'avait fait avec Lyon, et puis on a tenté de le faire avec Brooklyn. On l'a fait avec Brooklyn Il y a aussi. eu Nîmes aussi. Oh, non? Nîmes, je sais pas, c'est pas ça un jumelage, c'était juste on avait été invité en mission. Moins compliqué que, que Shanghai. Beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste aussi. Mais oui, on avait. Alors, comme ça, on diffusait les cartes dans le réseau de galeries jumelées à New York aussi, alors, à Brooklyn. On m'a signifié qu'il restait moins de 5 minutes. Ça serait bien plate de terminer cette discussion sans évoquer l'avenir. Peut-on évoquer l'avenir en faisant abstraction du présent et des défis qui se posent aujourd'hui? Oui, c'est Aujourd'hui sûr que même. Là, avec 5 minutes, on ne va pas s'embarquer dans les folies des dernières semaines avec les marchés qui étaient un peu partout, les tarifs douaniers, bref. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette année, le conseil d'administration a entériné un plan stratégique qu'on vient de terminer et celui-ci se déploiera sur 5 ans et sera présenté aux membres en juin à notre Assemblée générale annuelle. Donc, on a un plan de travail, puis tout ce qui s'en vient dans le futur est un peu là-dedans. Mais je ne vais pas divulgacher le plan stratégique avant de l'avoir présenté aux membres. C'est intéressant, ça, plan stratégique. On aime ça, des plans stratégiques. C'est une notion de complète science-fiction chez nous, à l'époque. Quand tu déposais pas tes chèques, tu te disais pas, on devrait se faire un plan sur 5 ans. pour que je puisse comme, savoir quand est-ce que je vais pas les déposer. Mais c'est quand même surprenant que un plan stratégique soit pas venu plus tôt. Ah non, il y en a eu, mais il y en a eu un auparavant. Non, OK, bon, ben, Je sais pas en si c'était primaire. je sais pas si ça s'appelait des plans stratégiques, OK. mais il y a toujours des tentatives. De toute façon, tu es obligé au début de l'année de prévoir ton année puis de Voilà. penser à tes ressources Les- pour l'année subséquente. hein. Des orientations. Des Donc, orientations, tu remplis tes puis- demandes de financement, tu écris tes orientations, mais ça va plus loin. Il faut quand même avoir une vision, avoir une posture, la prendre, la communiquer. Les membres doivent savoir, savoir qu'on est sur la même longueur d'onde, on s'en va à la même place. Donc, je sais pas vous, mais moi, toutes ces années, le défi était beaucoup là, de lire entre les lignes l'opinion de l'ensemble de la 30-40aine de membres. Il y en a toujours qui tirent plus fort sur le bout de la couverte, mais tu as une idée générale de réussir cette
fine ligne entre l'éducation puis le marché de l'art, mais c'est quoi les objectifs premiers? Quand ils ne sont pas écrits, c'est pas évident de les transmettre à tes équipes, mais d'avoir les fonds pour faire un vrai plan stratégique, là, d'être accompagné pour le faire, il n'y en avait pas de Merci la porte. SODEC. Exactement, c'est le programme de développement entrepreneurial à la SODEC qui a été la première le vrai levier pour y arriver. Donc, Et on a eu la chance de travailler avec un consultant qui a été extraordinaire. Et donc voilà, c'est ce qui s'en vient. Un exercice Plein d'autres choses. structurant qui est certainement là pour assurer plusieurs années à venir de succès pour la GAC. Du moins les 5 prochaines. Et là, on serait rendu à la période de questions, de commentaires, de peut-être d'angles morts qu'on n'aurait pas envisagé, De plainte. de plaintes. Mais pas d'insultes, s'il vous plaît. Il y a un micro qui peut circuler. Et Nico, Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question. Quels sont vos partenaires et avec les universités, tout ça, est-ce que vous faites des liens, des collaborations? absolument. En fait, d'année en année, on a toujours des partenaires qui reviennent. Donc, l'ABN, qui est notre partenaire principal depuis 17 ans, mais avec des centres d'art tels que FI, par exemple, ou l'Oliver, qui sont juste derrière vous. Et aussi, par le passé, je sais que les universités venaient présenter leurs prix, mais cette année, malheureusement, les universités ne pouvaient pas revenir. Donc oui, il y a toutes sortes de partenariats qui se font justement avec des acteurs de partout dans le milieu culturel. J'ai pris la balle au bon. C'est très bien. Catherine! Ici devant. Juste ici devant. Catherine Lafranchise a travaillé avec Julie, donc. Oui, bien, c'est pas tant une question que d'un commentaire. Tout à l'heure, tu disais que les employés avaient souvent 25 ans quand ils arrivaient, puis ils étaient pitchés dans tout ça, mais ça a tellement été une belle école, puis pas seulement que pour moi. Tu sais, je vois des personnes qui ont transité vers la GAC puis qui sont dans des postes maintenant incroyables, là, tu sais, sur le marché de l'art. Je pense à Sada et plein d'autres là, que j'oublie les noms. Bref, c'est juste une vraiment belle aventure pour les employés qui font ces projets-là grandioses puis qui n'ont pas d'expérience qui s'apprend à l'école parce qu'il n'y en a pas d'autres qui font la même chose. Là. Fait que bravo tout le monde de permettre ça. Il y avait... je voulais juste amener une correction. Je me suis rendu compte, j'ai dit 2 personnes et demie. C'était 1 personne et 3 quarts. Une personne, puis 2 demi sur Emploi Québec. Oui, déjà, toi, tu avais Emploi Québec, c'est pas mal. C'était très restreint. Est-ce que vous étiez au bureau 3e pendant un temps? Oui, on a déménagé du 3e au 3e. Oui. Mais Et ensuite, Au 329 maintenant. OK. Moi, j'étais au 5e. c'est vrai. Oui, Ouais, puis c'est Mathieu qui a déménagé au 3e. oui. Mais il faut quand même rebondir sur ce que Catherine vient de dire. Donc, je pense qu'une des grandes fiertés, dans le fond, du moins de ce que moi j'ai accompli à la GAC, c'est cette école, justement, où tout le nombre de personnes, parce que les programmes d'emploi font en sorte que c'est 6 mois non renouvelables. Donc, les gens viennent, donnent un peu de leur cœur, puis dans des grands projets. Puis donc, on a le défi et le plaisir, dans le fond, de former beaucoup, beaucoup de gens. Et finalement, j'ai connu la période de très, très peu de moyens du tout début. Puis, dans le fond, une des meilleures stratégies, je pense, qui a été mise en place à la GAC, c'est Jean-François qui l'a fait, c'est les premiers placements dans Mécénat Placement Culture. Donc, le programme du ministère de la Culture qui te permet, dans le fond, de placer avec une contrepartie donc pendant 10 ans. Donc, moi, j'ai connu le dégagement L'argent qui sortait du 10 ans. L'argent qui Moi, je le sortait du mettais, 10 mais ans. c'était comme bye-bye. C'est ça. Et donc, grâce à ça, le conseil d'administration a eu la confiance de
le réinvestir dans l'équipe, ce qui nous a permis de garder toutes ces perles, bien, pas toutes, on ne peut pas, mais les 8 personnes, il y en a beaucoup qui étaient avec nous depuis le début. Là. Je pense à Simone qui a fêté probablement son 11e anniversaire à la GAC. Donc, il y a cette équipe magnifique et impressionnante, mais il y a aussi tous les personnes qui ont passé par là, puis qui aujourd'hui font la scène des arts visuels dans des rôles clés, comme Catherine disait. Donc, ça aussi, c'est une belle fierté. Comme moi, quand je suis arrivée en février 2024, j'ai pu vraiment me déposer. L'équipe qui était en place était déjà très expérimentée. Ils savaient déjà tout qu'est-ce qu'elle devait faire. Je suis arrivée 6 semaines avant la foire. Donc, je suis vraiment arrivée comme en glissant au but, juste avant le début. Belle image. Donc, j'ai vraiment été super bien accueillie. Comme je disais, j'ai vraiment pu me déposer puis vraiment bien comprendre ce que ça voulait dire que d'arriver dans cette équipe formidable. Donc, ça a été... Là, j'ai fait 1 an. J'ai pas du tout changé d'opinion par rapport à l'équipe. Oui, bonjour. Alors, c'est une question de fond, là, parce que quand l'Association des galeries d'art contemporain a débuté, j'imagine que, bon, il y avait déjà un critère pour définir ce qu'était l'art contemporain. Maintenant, 40 ans plus tard, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que cette définition a changé? Je vais vous lire la définition qui est offerte par la SODEC. Donc, ici, la définition se veut l'art contemporain de pointe désigne la création récente qui explore via une recherche artistique des avenues nouvelles et originales dans les divers champs d'activité des arts visuels. C'est la meilleure réponse que je peux vous faire à ce point-ci en 2 minutes. Et puis ça a toujours été une question très difficile, je pense que depuis que le monde est monde. Fait que c'est pas... en tout cas, moi, en 32 ans de carrière, j'ai vu ces définitions-là se transformer avec le temps. Un petit peu, mais jamais drastiquement. Donc... Et on le voit au moment où la GAC apparaît en 85. C'est une discussion qui anime beaucoup le milieu et le non-milieu, là, si je peux dire. Puis, tu sais, en 85, on le sait, c'est l'installation, c'est les 100 jours d'art contemporain, Aurora Borealis, Parachute avec l'installation. Oui, c'est que la chose aussi qu'il faut se rappeler, c'est que il y avait une volonté de financer différemment les activités. Pardon, je recommence. De financer les différents secteurs d'activité liés à l'art contemporain. Alors, il y avait le financement du calque pour le réseau des centres d'artistes et pour les artistes eux-mêmes, pour les créateurs. Mais pour le volet commercial, puis on parle des années 80, là, on parle vraiment d'une idéologie de la mise en marché qui est plus acceptée dans le milieu culturel et même imposée par l'État, parce qu'ils se disent, on va financer les activités des galeries commerciales via la SODEC, mais il faut que ça soit les pratiques qui elles-mêmes sont d'avant-garde, qui sont éligibles au financement du calque, par exemple, par les artistes. Alors, dès le début, il y avait cette volonté. Et puis, si on veut financer un secteur, il faut un représentant. Et c'est la GAC, ou la GAM à l'époque, il fallait qu'elle se soit créée pour pouvoir fédérer le secteur pour que le vis-à-vis qui finance ces activités puisse avoir un interlocuteur. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais qui est dans l'ADN de la GAC aussi, c'est la représentation auprès des instances de financement dans tout ce qui a trait de la politique culturelle, des initiatives de financement pour projet XYZ ou programme XYZ. J'ai été autour de la table avec plein de gens qui œuvrent dans le secteur des arts visuels avec beaucoup de chapeaux différents. Alors, c'est comme un autre volet, le côté politique. Ouais. Représentation, lobby. D'ailleurs, Jean-François, tu avais évoqué l'exemple de Hydro-Québec. Hein?
Oui, ça avait été une drôle d'aventure, ça, quand... là, je me souviens plus de l'année parce que je suis pourri avec les dates, mais pendant que j'étais à la GAC, là, Hydro-Québec avait décidé d'abolir son budget d'acquisition, coupure budgétaire, puis c'était quand même un petit budget. Là, je pense qu'à l'époque, c'était 250 000 par année. Puis, rapidement, je pense que le jour même, on s'est mobilisé à la GAC, puis on a décidé de lancer une pétition pour qu'ils comprennent à quel point ça faisait mal au secteur, ce qui pour eux était probablement un rounding error, là, qui était probablement une fin de budget ou un petit montant sans conséquence. Puis très rapidement, plus de 1200 signatures. Puis la 1201e, c'était Nathalie Petrovski qui a décidé d'en faire un article dans la presse le lendemain matin. Et c'était de toute beauté parce que l'article a été publié à 8 h le matin. Puis je pense qu'à 9 h 15, j'avais un appel d'Hydro-Québec qui disait « C'est bon, on remet le cash. Ça va nous coûter plus cher en relations publiques que 250 000 en œuvres d'art. Fait que merci, bonsoir. » Et je pense que ça a été le lobbying le plus efficace que j'ai jamais fait de ma vie. C'est dire. C'est reconnaître le pouvoir de la plume de Nathalie Petrovski aussi. Qui était ici d'ailleurs jeudi soir. D'autres questions? Non? Merci. Merci beaucoup de vous être Merci déplacé, d'avoir été pris là. un peu de temps dans votre journée. Je vous souhaite une bonne foire. Profitez Merci. de la foire. Merci. Merci à vous pour votre générosité, vos témoignages.